Et cette semaine, à la chronique santé, la psychologue Cathy Kamkar a consacré cette chronique aux troubles de stress post-traumatique. Et dans un livre de Pascal Brion sur l'état de stress post-traumatique, on peut y lire ce passage. On mène une petite vie tranquille, on se sent en maîtrise, en sécurité. Puis le traumatisme arrive et c'est le choc. Notre confiance en la vie, en la nature humaine est anéantie. Et notre conception du monde s'effondre. C'est la confusion, le chaos. On a peur finalement de tout. On est tout le temps en état d'alerte, nous dit cet auteur d'un ouvrage appelé « Se relever d'un traumatisme ». Alors, docteur Kamkar, bonsoir. Bonsoir. Alors, je pense que ça résume bien les réactions émotionnelles intenses que ça peut causer un stress post-traumatique. Oui. Oui, absolument. Le trouble de stress post-traumatique, c'est vraiment représente un ensemble de symptômes qui a été observé, étudié d'ailleurs depuis le 19e siècle. Au début, c'était vraiment pour décrire les séquelles psychologiques des personnes qui avaient eu des accidents de chemin de fer. Et ensuite, c'était vraiment avec les psychanalystes que Freud, Charcot et Janet qui ont étudié ce qu'ils ont appelé névrose hystérique. Mais c'est vraiment grâce aux études de psychiatrie militaire pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale que l'étude sur la névrose traumatique s'est poursuivie. On sait aussi que dans les années 70, avec les vétérans de la guerre de Vietnam et leurs séquelles psychologiques, il y a eu un plus grand intérêt sur la névrose traumatique. Ensuite, il y a eu des publications sur un traumatisme qui n'était pas étudié auparavant, qui était l'agression sexuelle. Donc c'est vraiment au fur et à mesure du temps qu'on a abouti à ce qu'on décrit à présent, le trouble de stress post-traumatique. D'ailleurs, présentement, on entend très souvent parler de cette pathologie à cause de la guerre de l'Irak, de l'Afghanistan. Oui. Et même au niveau militaire, on entend parfois dire que les soldats, on a du mal à reconnaître que c'est une maladie. Il y a des soldats même qui sont mal à l'aise d'en parler de ça. Oui, malheureusement, et encore à cause du stigma qui est attaché. Ce qui est important de savoir, c'est que le trouble de stress post-traumatique, c'est vraiment lorsqu'une personne est confrontée, exposée ou fait témoin de un ou des événements extrêmes de stress post-traumatique, tels que des événements qui impliquent la mort ou menaces de mort ou des blessures très graves ou menaces à l'intégrité physique de la personne ou à l'autrui. Et ces événements produisent une peur intense ou des sentiments d'impuissance ou d'horreur. Donc des exemples sont accidents de travail, accidents de voiture, les agressions physiques, sexuelles, prise d'otages, la guerre, désastres naturels. Mais je vous écoute, Cathy Kamkar, et finalement, ce que vous dites, c'est que ça touche beaucoup de monde, ça. Oui, absolument, Pierre. Ce qu'on sait, c'est que d'ailleurs, il y a une étude très récente canadienne qui a montré que la plupart des Canadiens ont vécu un ou des événements traumatiques dans leur vie. D'ailleurs, ils ont trouvé qu'il y avait à peu près 76% des Canadiens qui ont vécu des événements traumatiques, mais pas tout le monde va vivre ou va développer le trouble de stress post-traumatique. Ils ont trouvé d'ailleurs qu'il y avait à peu près 9,2% des personnes vont avoir ce trouble. Et quels sont les facteurs qui augmentent le risque d'avoir ce genre de trouble? Il y a vraiment plusieurs facteurs. Premièrement, disons, la sévérité de l'événement. Donc, des événements qui confrontent, où on doit confronter la mort, ou des blessures graves, où on fait témoin des images d'horreur, ou des événements aussi qui causent la mort, ou provoquent des blessures très graves à l'autre personne, ou manque de soutien social après le traumatisme, ou avoir un taux élevé de stress avant l'événement traumatique. Donc ce sont vraiment des facteurs parmi d'autres facteurs qui peuvent rendre quelqu'un beaucoup plus susceptible d'avoir ce trouble. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'il y a des symptômes précis? Oui, absolument. Donc il y a 3 groupes de symptômes. Donc premier symptôme, c'est symptôme de revivissement. Donc revivre continuellement l'événement à travers les pensées. Penser tout le temps, finalement. C'est ça, penser tout le temps, les images, les mémoires, les cauchemars, être en détresse quand on nous rappelle de l'événement. Donc les sons, les bruits, les endroits, l'anniversaire de l'événement traumatique.
Il y a aussi des symptômes d'évitement. Donc, on évite tout ce qui nous rappelle de l'événement. Donc, ça peut être des endroits, des situations, les conversations, les gens, les activités. Il y a aussi des sentiments de détachement parfois que les gens éprouvent. Et ensuite, il y a les symptômes d'hyper-réveil. Donc, d'être en état d'hypervigilance. C'est ça, c'est comme le texte comme vous aviez décrit. Donc, être en état d'hypervigilance. Donc, constamment regarder pour les signes de danger. On a toujours peur, finalement. On a toujours peur, même quand le danger imminent n'existe pas. Avoir des réactions de sursaut exagérées, se sentir en colère ou irritable, avoir des difficultés à dormir ou se concentrer. Est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y a des solutions. On sait qu'il y a des traitements efficaces. Il y a la psychothérapie et la pharmacologie. Et très souvent, c'est vraiment la combinaison des deux qui est utilisée. Parmi les psychothérapies, c'est vraiment la thérapie cognitive comportementale qui a été la plus étudiée et qui a reçu le plus grand appui empirique concernant son efficacité. C'est une thérapie qui utilise une multitude d'interventions efficaces, telles que la psychoéducation, la thérapie d'exposition, où on aide la personne à confronter les situations anxiogènes d'une manière graduelle. Donc c'est vraiment le but est d'éviter, de réduire les comportements d'évitement. Et aussi, il y a les thérapies cognitives, où on aide les personnes à identifier les pensées qui sont négatives, qui sont dysfonctionnelles, et les aider à trouver des pensées beaucoup plus saines. À quel moment il faudra aller chercher de l'aide? C'est vraiment quand, premièrement, les symptômes que j'ai décrits, ce sont des symptômes dont pratiquement tout le monde a des expériences. C'est tout à fait normal, ce sont des réactions normales. C'est vraiment quand les symptômes causent une détresse cliniquement significative ou un dysfonctionnement au niveau social, professionnel ou dans d'autres fonctionnements de la vie. C'est là qu'il est très important de chercher de l'aide. Alors, ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas. Il ne faut pas se gêner, il faut en parler, il faut aller chercher de l'aide. C'est tout le temps qu'on a. Cathy Kamkar, merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.